Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré au métier de data scientist. Je suis Loïc Loer, membre de l'équipe pédagogique de l'ANSI-BS à Vannes, et je suis heureux d'animer cette soirée. Les données qui circulent dans le monde ont été multipliées par 20 au cours de la dernière décennie. Et dans les années à venir, elles vont encore s'accroître de façon exponentielle. Ces données, ce sont des données qui concernent la science, qui concernent la médecine, qui concernent le commerce, qui concernent des données clients, qui concernent notre vie en société. Plus elles sont nombreuses, plus ce big data devient impossible à traiter à la main, manuellement à l'ancienne. C'est pourquoi ces données ont besoin d'être traitées de façon automatique par des data scientists. Et justement, c'est de ce métier dont nous allons parler. Pour en parler avec nous, Chloé Triguet, qui est enseignante à l'UBS, en particulier à l'IUT de Vannes. Thomas Van Pie, qui est data scientist au Crédit Agricole du Morbihan. Mathieu Lecor, data scientist également à Opti Performance, une entreprise vandaise. Également avec nous Victoria Apollo, qui est étudiante en master 1 de data science à Vannes. Et derrière les manettes, Christophe Amonique de l'association Vannes Territoire Apprenant. Pour commencer, une petite vidéo pour illustrer nos propos. Il y a aujourd'hui un véritable enjeu autour du big data, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de données stockées au niveau des entreprises et qu'il y a une réelle importance de savoir interpréter ces données. Un data scientist est un expert de la donnée. C'est quelqu'un qui sait récolter les données, les traiter et les analyser dans le but de ressortir sur des résultats qui permettent aux entreprises d'adapter des stratégies efficaces. Un cas concret d'utilisation de la data science peut être par exemple l'analyse de commentaires provenant d'un peu partout des réseaux sociaux, dans le but de savoir automatiquement l'avis des gens sur un événement quelconque, de savoir en quelque sorte si c'est positif ou négatif. Les compétences qu'un data scientist doit avoir sont assez diverses, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des compétences en informatique, en mathématiques et en statistiques. Il doit aussi savoir présenter les résultats qu'il aurait obtenus. Il faut vraiment être curieux et toujours à l'affût des nouveautés, des dernières technologies qui sortent et des dernières méthodes, c'est-à-dire qu'il y a constamment de nouvelles choses qui sortent. Étant petite, je ne connaissais pas forcément le métier de data scientist. Cette possibilité de faire parler des données, c'est-à-dire de vraiment partir d'un truc incompréhensible et de ressortir vers la fin vers des résultats qui peuvent vraiment faire avancer le monde, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant et intéressant. Chloé, pouvez-vous nous parler des formations qui existent sur Vannes, des formations de data scientist en fonction des différents niveaux qui peuvent exister? Oui, donc moi je suis maître de conférence en statistique à l'Université Bretagne Sud et donc comme dit précédemment, j'enseigne particulièrement à l'IUT, mais je vais parler de l'ensemble des formations qui sont présentes sur le site de Vannes. L'idée, c'est que ces formations vont permettre de traiter un petit peu toutes les étapes dont on vient de parler là sur le traitement des données, du recueil jusqu'à leur valorisation métier, en passant par leur analyse statistique proprement dite, mais aussi par leur organisation dans les bases de données au sein des systèmes d'information. Donc tout d'abord, au niveau de l'UBS, on a du côté de la fac de sciences une licence et un master qui permettent d'accéder à ces métiers-là. Donc une licence qui s'appelle mathématiques, informatique et statistique, dans lequel il y a un parcours qui s'appelle statistique et data science justement, et qui permet ensuite d'accéder dans un master qui s'appelle data science et modélisation statistique.
À Vannes, on a aussi sur le campus de Kercado l'IUT qui dispose d'un département qui s'appelle STID, donc Statistique et Informatique Décisionnelle, et qui forme donc, pour l'instant à Bac+2 et à Bac+3 des techniciens qui sont spécialistes aussi du traitement des données. Donc l'approche est plus professionnalisante puisqu'on intègre des stages et même de l'alternance dès la troisième année, donc en licence pro. Donc je dis pour l'instant parce que le système d'IUT est en train d'évoluer vers un diplôme en 3 ans qui s'appellera le Bachelor universitaire de technologie. Donc les noms changent, on s'adapte aux nouveaux bacheliers qui arrivent et du coup, on refonde un petit peu les programmes, mais le cœur de la formation sera assez similaire à ce qui est actuellement présenté. Et donc, dans ces filières-là, on a 3 licences pro actuellement, avec pour le coup des spécialisations métiers vers les métiers autour du traitement des données dans le domaine de la santé, dans le domaine du marketing et plus vers l'informatique décisionnelle, donc tout ce qui concerne les outils liés aux bases de données notamment. L'NCBS, donc l'école d'ingénieurs de l'Université Bretagne Sud, ouvre à partir de la rentrée prochaine une nouvelle spécialité aussi autour de la sécurité des données. Et puis, ça, c'est pour les étudiants en formation initiale, donc à partir du bac, pour monter jusqu'à Bac+3, Bac+5. Mais on a aussi, au sein de l'IUT, un diplôme d'université qui permet d'accéder à ces filières-là pour des gens qui seraient originaires d'autres disciplines via la formation continue. Donc voilà, le panorama de formation sur la place Vantaise est assez riche en termes de niveau, de discipline d'application, on va dire, de ces traitements de données et outils pour le traitement des données. Et puis voilà, en termes de niveau de professionnalisation aussi avec des filières qui sont accessibles par la voie de l'alternance. Donc, à Vannes, on peut faire des sciences des données de bac à Bac+5. C'est ça. Victoria, est-ce que ce sont les parcours que vous avez faits ou que vous faites actuellement? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait tout d'abord le DUT STID dont on parlait avec lui tout à l'heure à l'IUT de Vannes. Après, j'ai fait une licence pro statistique décisionnelle en marketing. Et là, maintenant, je suis actuellement en première année de master data science et modélisation statistique, du coup à l'UBS à Vannes. Et pourquoi vous avez voulu faire ces formations et ce métier? C'est pour les data science ou c'est pour les statistiques? Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu de tout. C'était vraiment le côté analyser les données et ensuite créer des modèles pour aider l'entreprise après à améliorer ses performances. Et voilà, c'est ça. Mathieu Lecor, Thomas Rampi, vous-même, vous êtes passé par ces filières, vous avez commencé vos formations à Vannes. Pouvez-vous nous expliquer le quotidien d'un data scientist dans l'entreprise? Mathieu. Je vais commencer. Moi, je vais dire que j'ai pas de journée type. Je pense que c'est un peu la réponse bateau que tous les professionnels peuvent faire à ce genre de choses. Mais j'ai des mois assez types. En fait, j'ai une bonne moitié de mon temps qui concerne des activités récurrentes et très techniques, de la manipulation de données, donc de la collecte de données. Ensuite, je vais les envoyer dans ce qu'on va appeler mes algorithmes, et ça va être dans mes bases de données. Ensuite, je vais travailler des cibles d'envoi, parce que moi, mon métier, c'est d'aider les opticiens indépendants à communiquer auprès de leurs clients. Donc, tous les mois, je vais produire des cibles de contact pour envoyer des SMS, des mails, des courriers, etc., des comptes de fidélité, des relances. Donc, tout ça, ça me prend une partie de mon temps. Moi, je suis aussi maintenant directeur associé de l'entreprise. Donc, j'ai une partie de mon temps qui concerne le management de mes équipes. Et puis, tout ce qui est, je vais dire, R&D, donc recherche et développement pour proposer des nouveaux services, des nouvelles analyses à nos clients, des nouvelles choses qu'on peut vendre. Et j'ai aussi une partie de mon temps sur le SAV, c'est-à-dire que je vais appeler le service après-vente, c'est-à-dire que je vais appeler mes clients pour leur expliquer des choses qu'ils n'ont pas compris sur les analyses qu'on leur a produites, ou pourquoi est-ce qu'on a contacté tel ou tel client à tel moment. Voilà, donc j'ai 50% à peu près vraiment sur du travail très technique. Et puis, 50-40% de mon temps sur du management, du contact client, tout ce genre de choses.
Moi, de mon côté, alors du coup, je suis data scientist dans le domaine de la banque, et plus précisément même dans le milieu du marketing. Donc nous, notre objectif, c'est de garder en tête de toujours avoir des études qui nous permettent d'améliorer la connaissance client. Donc je rejoins un petit peu tout ce que Mathieu a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui tourne autour de la collecte des données. Il y a beaucoup aussi de systèmes d'alerting qui nous permettent de savoir si nos données sont toujours aussi fiables de semaine en semaine et de mois en mois. C'est un travail assez essentiel parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en place un traitement qui ne soit pas récurrent et automatisable. Et puis, si je peux vous donner un exemple de livraison que j'ai faite récemment, c'est la livraison d'un score d'appétence à un produit d'épargne en particulier. Et donc, on s'inscrit vraiment dans la démarche d'amélioration de la connaissance client, puisque l'idée de ce score, c'est d'essayer d'aller identifier les caractéristiques des clients qui sont le plus à même à souscrire à ce produit, qui est en l'occurrence la gestion accompagnée, pour pouvoir derrière éventuellement construire un certain nombre de démarches marketing et commerciales pour s'adresser, et ça c'est un petit peu notre proverbe, c'est s'adresser au bon client au bon moment et par le bon moyen de communication. Ouais. Et quelles sont vos conditions de travail au sein de vos entreprises respectives? Parce que vous êtes l'un dans une grande entreprise, l'autre dans une entreprise plus de taille start-up. Je peux commencer si vous voulez. Donc nous, effectivement, on est dans une petite structure. On est 7 personnes actuellement dans l'entreprise. Et on a eu un système de management assez souple en termes déjà, par exemple, de présence. C'est-à-dire que bon, chacun s'organise un petit peu comme il veut. Moi, par exemple, j'essaye d'être là pour 8h30 jusqu'à 5h30 parce qu'après, je vais chercher mes enfants, etc. Enfin, voilà, j'ai mon travail de papa aussi après. Et puis, je travaille un petit peu en général le soir parce que j'aime bien faire une bonne pause à midi pour aller faire du sport avec les collègues. Voilà, on va courir, nager, faire du vélo. Donc voilà, nous, on a une organisation qui est assez souple et voilà, chacun s'occupe de son agenda et voilà, c'est ouais, c'est souple. Alors nous, de notre côté, au Crédit Agricole du Morbihan, donc on est une entreprise avec plusieurs centaines, voire pas loin d'un millier de salariés. Bien entendu, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas des métiers en lien avec la data science, hein, les conseillers que vous pouvez côtoyer tous les jours en agence. Et puis, parmi les services, il y a un service au siège social à Vannes de la Caisse régionale du Morbihan qui regroupe tous on va dire les profils data science pour travailler dans le pôle RDM dans lequel je suis, au service du marketing. Donc, on est une équipe d'une trentaine de personnes à peu près. Et puis, en termes de conditions, donc on est sur du 39 heures hebdo avec un système de plages fixes et de plages modulables. C'est-à-dire que les plages fixes, il faut qu'on soit tous présents sur ces plages fixes et puis les plages modulables nous permettent d'adapter nos horaires un petit peu comme on le souhaite pour pouvoir gérer nos projets au mieux. Ça me semblait intéressant aussi de préciser à ce niveau-là qu'on a aussi un restaurant d'entreprise. C'est un petit peu l'avantage aussi quand on est situé dans une entreprise où il y a une pépinière en fait avec d'autres entreprises à côté. Donc forcément, ça permet de mutualiser un certain nombre de moyens. Et puis, oui, vous précisez aussi, ça me paraît important, que dans cette équipe de 30 personnes, il y a plusieurs profils. On a des chefs de projet, on a des experts du ciblage, et puis on a donc le métier de data scientist qui est représenté. Et donc concrètement, on est 4 data scientists à temps plein. Donc ça sous-entend qu'il y a aussi une notion de travail en équipe. Peut-être nous, la différence avec une grande structure, c'est que dans une structure voilà, plus petite, nous, on est déjà que 7 par rapport à un groupe de 30. On est 7 en comptant l'équipe commerciale, les développeurs web, etc. Donc, en fait, on est que 2 vraiment sur la partie data science. Et ça demande aussi une certaine polyvalence. C'est-à-dire qu'on va peut-être être un peu plus touche à tout que dans une grande structure où voilà, il y aura peut-être tu auras peut-être toi plus Thomas du temps sur des projets, des temps longs, etc. Alors que nous, on va être voilà, beaucoup plus polyvalent et on va toucher un peu à tout, quoi. Alors, les data scientists sont réputés être un métier sous tension. Sans entrer dans le cas particulier, est-ce que les salaires sont conséquents et sont en relation justement avec ce manque de data scientists qu'il pourrait y avoir?
Alors moi, je connais pas la rémunération de tout le monde. Moi, j'ai pas de tabou. Actuellement, je gagne 3 500 euros net. Voilà, pour donner, j'ai 12 ans d'expérience. Donc j'ai travaillé 5 ans dans une première structure, 4 ans à l'université, puis maintenant je suis associé de ma société depuis 4 ans, je crois maintenant. Voilà à peu près où j'en suis. Mais j'ai pas moi d'idée sur l'observatoire. Enfin, je sais que l'IUT pendant un moment avait un observatoire des salaires, mais je peux pas moi répondre sur quel est le salaire d'un débutant par exemple aujourd'hui. Alors, je vais peut-être essayer de le dire aussi, même si je suis plus débutant, mais moi, j'ai commencé, je vais parler comme Mathieu en net mensuel. J'ai commencé à 1600 où j'étais vraiment sur de l'analyse du ciblage purement. Et puis, avec un petit peu d'expérience, je suis passé data scientist. Donc, mon statut a évolué. Je suis passé cadre en même temps. Donc là, on est plutôt sur du 2000 euros. Et puis, ça peut aussi continuer à augmenter un petit peu en fonction de l'expérience. Voilà, j'ai des collègues qui ont un petit peu plus d'expérience que moi. La rémunération, forcément, varie aussi en fonction de l'expérience. Ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité et puis de la localisation des premiers postes, hein. C'est-à-dire que faut aussi avouer qu'il y a une partie des diplômés qui vont débuter leur carrière à Paris, à Nantes, etc. Et à Paris, les rémunérations sont aussi très différentes et suivent le coût de la vie quoi, sur place. Je partage, ouais. C'est vrai que géographiquement, plus vous allez vous rapprocher de Paris, ça a été mon cas. À un moment donné, je travaillais à Orléans et c'est vrai qu'on s'approche beaucoup plus facilement des hauts salaires quand géographiquement on se rapproche de Paris. Ouais. Mais les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'au bord du Golfe. Voilà. Exactement. Quelles sont selon vous, les compétences qu'il faut avoir, compétences qui ne sont pas simplement des compétences, je dirais, universitaires, mais des compétences humaines pour faire ce métier? Je trouve que la vidéo de tout à l'heure représentait bien les choses. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a des compétences techniques et ça, moi, je vais dire que je vais faire la promo de l'université, mais on est très bien formé là-dessus et je veux dire, les compétences, en les travaillant, on finit par les acquérir. Mais il faut quand même, côté qualité personnelle, il faut quand même certaines capacités d'analyse, de prise de recul aussi sur son travail pour être capable de se dire à un moment donné, est-ce que l'analyse que je fais est bonne ou pas? Est-ce que j'ai le droit de est-ce que j'ai le droit de tirer cette conclusion ou est-ce que je n'ai pas le droit de la tirer? Il faut aussi une certaine qualité une notion de curiosité pour se mettre à la place de ses interlocuteurs. Parce que moi, je suis pas directeur marketing, je suis pas opticien, je suis pas directeur des achats d'une grosse société. Mais j'ai besoin de comprendre quels sont leurs enjeux. J'ai besoin de l'empathie pour me mettre à leur place, pour savoir comment leur répondre et comment les aider au mieux. Donc, voilà, il faut cette qualité de curiosité pour comprendre quel est le métier de l'autre, pour l'aider à lui apporter les meilleures réponses. Moi, si je devais résumer en termes de qualité, je dirais qu'il y en a trois dont il faut parler. La première, c'est la rigueur méthodologique, parce que les chiffres, on peut leur faire dire plein de choses et parfois même le contraire de ce qui on aurait envie de leur faire dire au premier abord. Donc la rigueur méthodologique, c'est très important. Savoir s'adapter au contexte quand on est dans une plus petite structure. On en parlait tout à l'heure. Il y a besoin d'être un petit peu multitâche. Travailler dans une petite entreprise et dans un grand groupe, c'est pas tout à fait la même chose. Le travail en équipe est différent, donc savoir s'adapter au contexte, c'est primordial. Et puis une troisième, c'est la vulgarisation scientifique. On est amené dans notre quotidien à travailler avec des domaines qui n'ont pas du tout de compétences en data science. Ça peut être nos clients, ça peut être des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait d'une manière générale et qui ont intérêt de toute façon à bien suivre ce qu'on fait. Et donc, c'est important qu'on puisse les embarquer dans notre discours. Donc, pour ça, les qualités de communication, de retranscription de nos informations, moi, c'est ce que j'appelle la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose de fondamental. Pour revenir un petit peu peut-être sur les formations, est-ce qu'un un jeune homme, une jeune femme qui est actuellement en terminale et qui ne serait pas en terminale S, est-ce que sans être une spécialité mathématique, on peut rentrer dans ce type de métier? Je ne sais pas si Alors, c'est à nous ou peut-être Chloé qui est plus à même de répondre, mais moi je sais que dans ma promotion, il y avait beaucoup de gens qui venaient
de ce qui était alors, là, parce que je peux parler sur les anciens bacs, hein, mais sur les spécialités ES, forcément, le ticket d'entrée en mathématiques est un petit peu plus compliqué en entrée, mais il n'y a pas, à mon avis, de frein. Et en travaillant, je pense que les choses peuvent s'acquérir. Et c'est sûr qu'il y a quand même un niveau de maths à avoir, mais il n'y a rien d'infranchissable, quoi. Alors pour ma part, je me sens à l'aise pour répondre à ta question, Loïc, puisque j'ai justement passé un bac ES, économique et social. Alors effectivement, à mon arrivée en STID, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse partie des bons dans ma classe parce qu'il y avait quand même une sélection par dossier. Et c'est vrai que naturellement, il y a plus de profils purement scientifiques que ES. Donc il faut avoir pris quand même l'option mathématique. Il y a un petit peu de rattrapage à faire au début parce qu'il y a des notions de calcul matriciel ou de proba qu'on voit pas ou qu'on voit pas de la même façon. Je vais donner un exemple tout bête, mais la notion de factoriel, c'est quelque chose qui m'était inconnu avant mon arrivée en STID. Et c'est vrai que la première fois, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais pour autant, comme le dit Mathieu, il y a rien d'insurmontable. Les 2, 3 premiers mois, il y a des remises un petit peu à niveau à faire. Mais à côté de ça, le fait d'avoir fait justement l'option maths et dans la filière économique et sociale, ça m'a permis d'acquérir une culture générale sur tout ce qui était attrait aux cours de gestion, aux cours de compta, aux cours de sciences économiques au sens large. Et c'est vrai que c'est pas anodin. Chloé, est-ce que vous confirmez qu'on peut survivre dans les statistiques sans avoir fait un bac S? J'ai pas entendu. Du coup, c'est pour moi? Oui. Pardon, j'ai pas entendu le début. Du coup, oui, effectivement. Alors après, je pense que côté université, quand on rentre en post-bac directement en licence, la licence mise dont je parlais, les premières années sont mutualisées avec les parcours maths, info, stats. Donc, je pense qu'il faut pouvoir, en tout cas, s'adapter avant de se spécialiser vers les statistiques. Quand on rentre à l'IUT, on est aussi ouvert au bac technologique. Il y a des étudiants de bac techno qui arrivent. Et c'est ça qui a peut-être un peu évolué aussi depuis le passage par l'IUT de Mathieu et Thomas, c'est qu'on a un module d'accueil qui permet justement de faire cette mise à niveau entre les étudiants qui proviennent d'un cursus où il y a eu plus de maths et ceux qui en ont peut-être eu un petit peu moins. Et donc, voilà, il y a où on voit les factoriels, si on va reprendre cet exemple-là, et d'autres notions. Victoria, du coup, peut-être pourra confirmer aussi ce petit passage. Et puis ça, c'est pour les étudiants, donc on parle en formation continue, mais pour des gens qui auraient débuté, comme je le disais tout à l'heure, d'autres cursus, on peut aussi venir vers les métiers des sciences des données en ayant commencé des études dans le commerce ou des études dans la médecine, enfin voilà, dans d'autres, du côté métier, on va dire, et venir vers les données ensuite, via de la formation continue, via de la VAE, etc. Donc ça, c'est aussi... peu importe voilà, le bac, on peut aussi se réorienter vers ces métiers-là ensuite. C'est ça, on peut partir d'un métier et venir faire de la data science dans son métier. C'est possible. Victoria, vous qui entrez dans ce métier, est-ce que vous auriez des questions à poser à vos deux aînés qui sont ici? Oui, j'aurais bien des questions. Déjà, je me demandais, c'est quoi les perspectives de carrière et d'évolution dans ce métier de data scientist? Je commence. Je dirais qu'elles sont assez vastes en fait. Ça dépend déjà de quel type de structure, dans quel type de structure on démarre. Mais moi, si je prends, voilà, comme j'ai dit, depuis mon master, j'ai 12 ans de recul. J'ai toujours contact avec mes anciens camarades de promotion. C'est vrai qu'il y a pas mal de débouchés possibles. On peut aussi bien se spécialiser vraiment sur le côté technique et avoir un positionnement expert sur telle ou telle technologie, sur telle ou telle méthode. On peut plutôt se spécialiser vers des choses autour du management de projet, du consulting. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de débouchés possibles. Voilà, on peut aussi faire du management. Moi, je suis rentré en tant que chargé d'études tout seul et voilà, on a monté un service. On était 5 dans ma première structure. Aujourd'hui, voilà, j'encadre aussi 2 personnes. Voilà, il y a quand même tout un tas de débouchés possibles. Ça va dépendre des goûts de chacun. Et puis, ça va dépendre aussi de ces secteurs d'activité qu'on aura choisi. Victoria, je vais te faire une réponse sur 2 axes. Le premier, je vais prendre mon exemple personnel.
Depuis que je suis dans la vie active, j'ai travaillé dans le domaine de la grande distribution. J'ai travaillé quelques mois aussi dans le domaine de la cosmétique pour un grand groupe. J'ai fait un petit peu de sondage, études de sondage, et là aujourd'hui, je suis dans le domaine des banques assurances. Donc là, tu vois, c'est une liste qui est pas exhaustive, parce qu'on peut aussi penser à l'audiovisuel, à la santé. Donc tu vois que c'est quand même des domaines qui sont très variés. Et puis un deuxième axe, quand tu travailles, alors bah, tu en as parlé, quand tu travailles au quotidien, tu peux ensuite te spécialiser, devenir expert. Tu peux aussi travailler dans le management. Et puis, en fonction des entreprises dans lesquelles tu travailles, tu peux être aussi amené après à bifurquer vers les autres métiers. Par exemple, moi, en tant que salarié du Crédit Agricole, c'est vrai que demain, bah, je suis amené à côtoyer bah, des experts du marketing, des experts de la communication, des gens qui travaillent en fait autour de la data, mais pas comme moi, mais qui ont besoin de mes travaux. Et c'est vrai que ça me donne des idées sur des futurs métiers. J'en pense un qui vient de se créer il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le métier de DPO, donc tout ce qui est en lien avec la protection des données. Bah, tu vois, c'est quelque chose que j'imaginais pas forcément, qui n'existait pas au début. Et puis, bah voilà, ça donne des idées pour si jamais un jour tu veux te réorienter. Et puis, rien que dans la data, il y a d'autres services autres que le marketing, toujours au sein de la banque. D'accord. Merci. Vous avez d'autres Euh, questions à leur poser, Victoria? ouais, du coup, merci pour vos réponses. Je me demandais également, du coup, c'est quoi un peu la place des femmes dans ces domaines-là, dans ce que vous avez vu? Je te laisse Euh, commencer, Mathieu. Vas-y. Moi, dans mes promotions à l'IUT et en master, je dirais qu'on était à peu près 50-50. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près autant de garçons que de filles, je pense. En tout cas, voilà, il n'y avait pas de grosse différence. Et puis après, bah, dans le domaine professionnel, je veux dire, chacun exprime ses qualités. Il n'y a pas de, c'est pas un métier féminin, masculin. Mon premier manager était une femme, c'est la personne qui m'a recruté. Pareil à l'IUT, j'ai été recruté par une femme. Voilà, il n'y a pas de. J'ai été recruté et managé par une femme, et voilà, il n'y a pas de. Je dirais qu'il n'y a pas de. Voilà, c'est pas un métier qui est réservé aux garçons ou aux filles, il n'y a pas de différence. Moi, de mon côté, on était une promotion, il y avait quand même un petit peu plus de garçons, c'est vrai. Je dirais, allez, 60-40, 60% de garçons et puis 40% de femmes. Aujourd'hui, dans mon service, sur une trentaine de personnes, on retrouve un peu ce 60-40. Mais les femmes, bien sûr, ont toute leur place. Et puis, bah, si je peux te donner un bel exemple aussi, c'est que dans ces 30 personnes, donc, il y a une directrice qui gère l'ensemble du pôle et donc d'autres services à côté. Et donc, vu que c'est une directrice, c'est une femme. D'accord, merci. Euh, Chloé, en préparant cette émission, justement, on déplorait peut-être qu'il y avait de moins en moins de femmes dans les parcours en entrée. Les métiers en lien avec l'informatique, enfin le monde du numérique au sens plus général, en fait, effectivement, attire moins les filles aujourd'hui, en tout cas dans les formations déjà au lycée, puis les formations post-bac. Et bah, voilà, le sex ratio a un petit peu baissé depuis, depuis ces dernières années. On est plutôt à 20% de filles, je dirais, cette année en STID 1, en tout cas en première année à l'IUT. Donc, C'est pas normal. Il n'y a aucune raison que ça soit dans ce sens-là. Comme enfin, voilà, les filles et les garçons ont évidemment toute leur place. La mixité, c'est toujours ça qui fait la richesse d'un métier. Et on parlait là des nouveaux métiers qui s'orientent sur les problèmes de sécurité des données. Il y a aussi tout ce qui va concerner en fait la mise en place d'algorithmes en fait où forcément il y a aussi un biais en fonction de comment les gens conçoivent ces algorithmes. Et il y a un risque aussi quand c'est conçu par certaines catégories de population, que ce soit à l'image de cette population-là. Et donc, il faut aussi absolument qu'il y ait une diversité dans les gens qui conçoivent les programmes et les algorithmes pour que ce soit applicable aussi ensuite pour traiter des données qui concernent tout le monde. Peut-être que le côté informatique fait peur. C'est vrai que les formations informatiques sont traditionnellement
il y a beaucoup de garçons dans les formations informatiques, alors que en STID et dans les autres parcours universitaires, finalement, l'informatique ne représente qu'une part, qu'une part de la formation. Et voilà, on voit plein d'autres choses, la mathématique, l'économie, le marketing. Disons que l'informatique, c'est un outil, au même titre que les mathématiques sont aussi des outils pour comprendre comment fonctionnent les méthodes et comment on crée les algorithmes, etc. Donc, voilà, c'est très transdisciplinaire de ce point de vue-là. Mais oui, effectivement, au niveau des recrutements, en tout cas, on n'est plutôt pas dans les tendances de mixité. Est-ce que ce serait dû au nouveau bac avec Ils ne sont pas encore arrivés. Notre prochaine rentrée. Donc, en tout cas, on comprend que le data scientist, en fait, est au cœur des entreprises, que son métier touche à beaucoup de spécialités et de techniques, et qu'il est quand même ouvert à par beaucoup de voies d'accès différentes. J'ai vu que l'ONICEF avait de très belles fiches métiers qui avaient été faites sur ce sujet. Christophe, peut-être que localement, on peut retrouver d'autres moyens d'information? Oui, tout à fait, Loïc, merci. Ici, au niveau local, pour continuer à se renseigner sur le métier, par exemple, de data scientist, vous avez, par exemple, les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. On y retrouvera une équipe spécialisée qui accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises également. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles vers l'emploi. Donc voilà pour un premier outil ici sur le territoire. Un deuxième outil proposé par notre partenaire Crédit Agricole du Morbihan. Et là, je vais vous partager une vidéo pour présenter cette plateforme digitale. Donc la plateforme Useful du Crédit Agricole du Morbihan pour garder le contact avec les professionnels. Le Crédit Agricole vous propose sa plateforme qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME et data scientists, le cas échéant. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements locaux pour rencontrer les entreprises qui les recrutent. Voilà pour les deux outils, Loïc, à disposition à suivre de ce webinaire. Écoutez, je vous remercie tous. Donc, on a compris que le métier de data scientist est un métier du présent, mais aussi un métier du futur, que beaucoup de choses se font maintenant, mais il y a encore beaucoup de choses à créer, que localement, dans le Morbihan et autour de Vannes, il y a aussi des entreprises qui emploient et qui recherchent des data scientists. On avait Optique Performance avec nous ce soir, mais on connaît tous de très nombreuses startups de la data science et de l'intelligence artificielle autour de Vannes, donc des petites entreprises naissantes,
les grandes entreprises comme le Crédit Agricole. Donc, la data science est un métier d'avenir. Je vous remercie tous d'avoir participé avec nous ce soir à ce webinaire, avec au plaisir de vous retrouver bientôt.